La gastronomie, les épices, les saveurs. Vecteur de convivialité et de joie, la nourriture est au centre de nos vies. Toutefois, depuis quelques années, une révolution verte apparaît dans nos assiettes. Végétarisme, véganisme, agriculture bio, circuits courts, l'alimentation devient un nouveau défi de l'écologie. Notre consommation alimentaire actuelle détruit la planète. D'après un rapport de 2019 de l'ADME, un quart des émissions de CO2 sont dues à l'alimentation, nous forçant ainsi à changer nos modes de vie pour créer un monde durable. De ce fait, nous devons changer. Le constat est simple, il faut manger différemment et remettre en question le système global de consommation. Cette réflexion nous a amené à nous poser plusieurs questions sur le rapport entre l'alimentation, l'écologie et nos actions collectives. Pour un avenir écologique durable, est-il suffisant de revoir individuellement nos modes de consommation ? Finalement, pour changer notre rapport à l'alimentation, ne faudrait-il pas vivre différemment ? Mais comment vivre différemment ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce vraiment possible ? Nous voulions des réponses, étudier des projets novateurs qui proposent des alternatives, voir leur fonctionnement et les difficultés qu'ils rencontrent. Mais surtout, nous voulions savoir si ces idées seraient applicables en France ou même en Europe, dans un contexte bien différent des pays tropicaux. Ainsi est né le projet Consommateur. Pendant 1 an, nous avons parcouru l'Océanie et l'Asie pour aller à la rencontre de ces projets et leur soumettre nos questionnements. Nous vous livrons à travers ce documentaire des idées étudiées et critiquées qui ont pour ambition de proposer une solution pour construire l'avenir ensemble. Notre voyage débute à l'autre bout du monde, en Australie. Connue pour ses paysages iconiques et sa faune endémique, l'Australie est un pays de 25 millions d'habitants, répartis sur une surface aussi grande que l'Europe. Pourtant, les émissions de CO2 par habitant explosent. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2017, les Australiens émettaient 15 tonnes de CO2 par habitant, devant les Canadiens et les Américains. Pourtant, le pays voit naître de nombreux projets d'alimentation durable, dont beaucoup se focalisent sur l'éducation des populations à un mode de vie plus vert. En effet, pour tendre vers un nouveau modèle de société, il faut repenser notre rapport à l'alimentation, et cela débute par la sensibilisation de tous. Nous nous sommes tout d'abord rendus dans une ferme urbaine à Canberra, capitale de l'Australie. Ces fermes urbaines réintroduisent la nature en ville et donnent la possibilité aux citadins de cultiver des fruits et des légumes et de consommer local. Ce sont également des lieux de sensibilisation à l'écologie. Nous sommes allés à la rencontre de Keith Coles, président et fondateur de Canberra City Farm, qui nous a présenté le projet de cette ferme urbaine et la situation environnementale en Australie. A lot of the people in political power don't believe in climate change, which makes it extremely difficult. Yeah. And to get any policies, any coherent policies. We have a problem with our electricity system because it's mostly based on coal. Mm. And there's a transition now to renewables, and that's causing all sorts of political headaches. Okay. So there are some big environmental problems. We have some really bad extinction problems with our native flora and fauna. Yeah, there's all sorts of environmental issues which really have produced lots and lots of political debate, which we really haven't addressed yet, but there are sort of optimistic signs on the horizon that there are people out there who have some really good ideas on how to address those problems. It really depends then on the politics. Mise en place en 2012, cette ferme est composée d'hectares de terre et de potagers. Elle met également à disposition des terrains à louer pour servir de potager personnel à ceux qui le souhaitent. Cela permet aux habitants de Canberra de devenir acteurs de leur propre alimentation en les sensibilisant à l'agriculture biologique. Mais le but de ce projet est avant tout l'éducation des citoyens, comme nous l'explique Keith Coles. Okay, the idea of the project is to educate particularly urban dwellers about
growing their own food, about sustainable food production, where it comes from, and how you can do it in your own situation, whether that's on a balcony or a courtyard, or whether you've got a standard backyard. Okay. This is our pretend backyard. This is for people if they want to set up their own backyard to grow their own veggies. This is a 4-year crop rotation system that we have in here. There's a whole range of things, and we're building a house here which will demonstrate that. So people will be able to come along, have a look. So we'll have you can see through the wall, so you can actually see into the structure, so you can see how it's constructed. Ainsi, tout le monde peut venir voir ces démonstrations de balcons et de jardins et se former pour les reproduire chez eux. Canberra City Farm est ouvert à tous. Il est tenu par des volontaires qui aident également à la vente des produits de la ferme ou à la tenue d'une cuisine communautaire pour reconnecter les visiteurs à leur alimentation. But our main aim is the education part. So like these guys over here doing market gardening. We have a regular Monday working bee, and then we have once a month we have a Friday working bee, and then once a month we have a Sunday working bee. Okay. And the rest then depends on the availability of volunteers. Okay. But we can only go as fast as our volunteers are prepared to work. All right. If you're in volunteer organisations, you've got to manage the volunteers, otherwise you'll burn them out, and then everyone leaves and the whole thing falls over. Sure. Ce projet n'est pas le seul dans le monde. Partout, des fermes urbaines tentent de s'implanter dans les grandes villes avec plus ou moins de succès. Alors ce type d'initiative peut-il vraiment être repris partout? The general idea, yes, I think can be done anywhere in the world. Now, different places have different sets of rules, different circumstances, different histories, so you've got to adjust what you do to suit your local circumstances. But, the whole idea of sustainable food production, sustainable living generally, that applies the world over. Nos recherches nous ont également menés en Nouvelle-Zélande, l'île voisine de l'Australie. Réputée pour ses paysages spectaculaires et sa faune marine, la Nouvelle-Zélande apparaît comme l'un des pays les plus verts au monde. Pourtant, malgré sa faible population, le pays fait face aux mêmes difficultés que tous les pays industrialisés. Et les habitants soucieux de protéger les espaces naturels se mobilisent pour développer des projets écolos. So New Zealand has this reputation as a clean, green country, but if you look at the policies, it's not clean and green. It's probably less polluted than other parts of the world because we have a low population, but our actual practices are not great. So most of our streams and rivers we can't swim in anymore because of our intensive agriculture. Our environmental policies are pretty useless. Nous avons rencontré un de ces projets à Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande. Kemarna Organic Community Garden est une autre initiative dédiée à la sensibilisation des citoyens à l'alimentation durable. Nous nous sommes entretenus avec Adrienne Roche, manager, à propos des spécificités de cet endroit pas comme les autres. Né en 1981, le projet consistait tout d'abord à la création d'un jardin au cœur de la ville pour promouvoir l'agriculture biologique. We're a registered charity. We have charitable aims around educating people around sustainable food. And then when we talk about sustainable food, it's a way to talk about sustainability in general. So it's not just food. It's just how does humanity live on the earth well? And then we also have social aims around supporting people who've had schizophrenia, depression, bipolar. And we're also a community garden, so just a community space. So we have our environmental aims and social aims, which is sort of like the perfect combination for sustainability. Le jardin est un lieu de rassemblement où tout le monde est le bienvenu. La majorité des volontaires sont d'anciens prisonniers, des SDF, mais aussi des personnes ayant des problèmes mentaux. So there's lots of sort of different people involved. So that's kind of a challenge. It's not like it's my property and I say what happens. There's lots of us sort of working on the property. So we all have to sort of work together, which obviously has its challenges and it's also benefit because, it's, I don't know, it's just good to have different people's input, but it still has challenges.
Les volontaires cultivent des fruits, des légumes, des herbes aromatiques et aussi des fleurs. La ferme possède également quelques poules, un poney, des vaches, qui ont un rôle important dans le projet en apportant une aide thérapeutique. Si la moitié des ressources financières proviennent de nombreuses levées de fonds, ils peuvent également s'appuyer sur la vente de leurs produits, notamment auprès des restaurants d'Auckland, mais aussi du petit magasin qu'ils ont ouvert juste à côté du jardin. Well, I think people love the opportunity to work here and to be in a big space and see sort of, semi-professional gardening happening. Mm-hmm. And they like, the social element, that we're here to help people, that we're here to educate people. We're trying to make money, so we're trying to be very good at what we do. So I think people appreciate all those aspects. Mm. And, it's sustainability is about people and about community. And when people have their house and nothing going on around their house, they tend to be isolated. They're just sitting inside on a screen or something. If you're outside gardening, then, you talk to your neighbour and you talk to people and you say, how are your tomatoes going? Oh, yes, my tomatoes are doing this. Do you need some rhubarb? I've got extra rhubarb this week. And you're sharing and talking. And so, anything that brings people out of their houses is a good thing. Finalement, ce projet, il met en avant l'importance de la solidarité dans l'écologie. D'après Adrienne Roche, un avenir durable ne repose donc pas seulement sur une alimentation raisonnée, mais cela passe avant tout par l'entraide. Rétablir le lien social entre citoyens, c'est primordial pour créer ensemble une nouvelle société. Et en cela, l'éducation dès le plus jeune âge est nécessaire pour former les citoyens de demain à protéger les ressources naturelles en consommant différemment. Well, yeah, children are really the key. There's an increasing interest, particularly in the education department, of lots and lots of schools now have school gardens. One of the difficulties schools have is that when the teacher changes, the new teacher may or may not have any interest whatsoever. The idea is for children to come through so they recognise the plants, so they know what they taste like. And the last lot we had through here, what they were really keen on was looking in the garden, seeing all the produce, then they can taste it and then they can make their own pizzas out of it. Right. So they know what it's like when it's processed. We also have a commercial kitchen, which is sort of expanded. It's not just pizzas, it can be all sorts of different foods. So that's something we're working on at the moment to develop that a bit more. But there's training kids is really important. L'éducation des enfants nous semblait donc un sujet à creuser. Après tout, pour changer les choses à grande échelle, ne faudrait-il pas commencer par changer nos futurs citoyens, et dès le plus jeune âge ? Nous sommes donc allés à Brisbane, en Australie, pour visiter Cannon Hill State School et son projet Kitchen Garden, qui organise l'éducation des enfants autour de l'alimentation et de l'écologie. Nous nous sommes notamment entretenus avec Christine Ling, présidente de l'école. So it started out with an interest in children learning about food and healthy food, understanding where food comes from, and being engaged in producing their own food. And now it's grown quite a lot to the stage where last year the children in the year 5 and 6 ran it as a small business, and they catered for slow food lunch and other events and put their maths into the project. So now it involves maths and English as well as health and physical education. Inscrit dans le mouvement Slow Food, dont le but est de proposer une alternative à l'alimentation industrielle, cette école se rapproche de l'éducation Montessori tout en suivant le programme scolaire australien. Ici, la plupart des enseignements ne sont pas dispensés dans une classe, mais dehors, dans les immenses jardins mis à disposition des enfants. Ils y cultivent des fruits et des légumes, prennent soin des poules, et chaque enfant apprend en jouant à l'apprenti agriculteur. So it's extra school activities or it's a part of the... Both. It's during school and then at playtime. So at playtime we put the hose on here, the kids fill this up and they dig, make big dams and mud and play in the mud. Okay.
And then, but during school as well, they do the worm farm projects, they'll do the chicken activity projects and things like that. All the children's experiments with what chickens like to do during the day. Okay. So they make little activities for them. All right. It's very good for the children to see where fruit comes from, because otherwise it's just in a supermarket. You know, they don't know. They don't really connect and they don't understand how long it takes for fruit to grow. Yeah. You know, and if you pull it off green, then you that's it. You haven't got any fruit. So we try and teach them not to pick the green ones but wait till they ripen and enjoy eating them. So that's a whole experience. Yeah. So now they talk about food miles, and they understand the value of local produce and eating local, and the impact on the environment of transporting food right around the world. L'éducation à une alimentation durable ne passe pas seulement par la découverte du jardin, mais également par la cuisine. En effet, l'école a mis en place un grand espace aménagé pour les enfants où ils s'approprient les produits du jardin et apprennent à les cuisiner. I really like it. It's beautiful. Thank you. So this is made for children to learn to cook in. So they learn how to cook too? Yes. Not only to grow. How to cook because it's nice. I don't know about in France, but in Australia, there's almost a generation of people that didn't learn to cook. Yeah. I don't know why. It starts to be like not this. People younger than me, in between me and children, maybe people in their 30s and 40s, they didn't know how to cook. Yeah. So the kids didn't learn, so we teach them. Yeah. So these tables can be raised for depending on how tall the children are. Yeah. So it's really good, and the kids make great meals here, and we can serve them up there. People have put out tables, and we have parents come and eat food here. Oh, nice. Yeah, it's very good. Yeah. It's really nice. À l'instar des fermes urbaines, la difficulté de ce type de projet est avant tout humaine. Il faut trouver assez de volontaires pour entretenir le jardin, et cela demande aussi une grande implication des parents. Ce projet permet à l'enfant d'avoir un rapport différent avec son école. Ici, les élèves sont beaucoup plus libres et proactifs. Ils suivent une éducation traditionnelle, mais choisissent ce qu'ils veulent faire et disposent d'un très grand espace pour expérimenter de nouvelles choses, que ce soit dans le jardin ou en terrain de jeu. This is where the children, on Fridays, we open this up and they play, so you can see the tracks they've worn. Yeah. They run up and down the banks, because it's just fun. There's no toys, it's just climbing trees and running up and down. Au-delà d'une liberté plus grande, les enseignants remarquent également d'autres bienfaits pour les enfants. We have had a value in our school about sustainability, and this is a very real and practical way that children can come to understand what sustainability is and what their role is in helping to create it in their own lives. So it has a big and important goal, and then there are many smaller goals that go along. Children learning to cooperate, which is really essential, and then linking it to their language development, their maths development, the whole cognitive problem-solving area. Parents started having vegetable gardens after the children were doing care at school. Yeah, so it's moving out into the community from the school. Toutes ces initiatives croient en la possibilité de faire évoluer les mentalités à travers des activités ludiques et bienveillantes. Ici, il n'est pas question de culpabiliser ou de sermonner. Ces projets et les personnes qui les dirigent sont optimistes pour l'avenir. Yeah, well, you sort of got no choice. You have to have hope for the future, because otherwise, pessimism doesn't inspire anyone. So you have to have hope. Yeah. People aren't changing much, but you may as well look for the signs where there are signs of changing, and you just have to have hope, because if you've got hope, then you've got nothing. Éduquer les enfants et l'ensemble de la population à une alimentation plus respectueuse de l'environnement, c'est primordial pour construire un avenir durable. Depuis quelques années, il y a une prise de conscience générale qui pousse les citoyens à développer des nouvelles alternatives. Certains, surtout les jeunes, font le choix de tout quitter pour rejoindre des communautés qui proposent une vie simple. Dans ces communautés, un mode de vie durable passe avant tout par le partage les uns avec les autres, apprendre à vivre ensemble et être plus proche de la nature. Ferme bio, permaculture, food forest ou encore village vegan, les lieux de vie en communauté sont de plus en plus prisés par les jeunes volontaires issus pour la plupart des pays développés.
Principalement implantées dans des pays en voie de développement, ces nombreuses communautés grandissent à travers le monde, notamment en Inde, mais aussi en Asie. Notre voyage nous a donc conduits en Thaïlande. En quelques années, la Thaïlande est devenue le pays d'Asie le plus prisé par les Occidentaux, pour le tourisme, le travail ou encore le volontariat. En effet, grâce à son climat et de nombreux espaces sauvages, c'est un lieu propice au développement des projets communautaires qui prônent un retour à un mode de vie plus simple. Nous sommes allés à la rencontre de la Sayanan Permaculture Farm, située en retrait du village de Tang Chang, au nord du pays. La ferme a été fondée par une famille thaïlandaise qui voulait vivre au plus proche de la nature. Nous avons donc été reçus par Sandot, sa femme Shen et leurs 2 enfants. And this is a food forest that we want to create because when we came here, this place is monoculture and use a lot of chemical. So we come here, we hope that we can help for the local education and spread about permaculture. So for our mission, not only education for local, but also for the people around the world. Okay. Sayanan organise chaque mois des cours de permaculture de 2 semaines et accueille également des volontaires. La ferme est un centre d'éducation innovant, proposant des cours de design en permaculture et l'apprentissage de techniques pratiques qui sont directement mises en place dans les potagers. C'est également un lieu de vie où les volontaires découvrent la vie en communauté, la conservation des sols ou encore l'autonomie énergétique avec l'utilisation des low-tech. We have practical permaculture course, so we do everything with our hand and understand the real thing. We also have the PDC, is more theory and more design, work on the design. And then now we start to think about cooking class, cooking with simple things and making pizza, so to attract more people to come here. So when they come here, they can know about permaculture. We want more people to know about this. So permaculture is a design that we try to put the right thing at the right place so that we can get the things we want as fast as possible and use as less effort as possible. That is the main idea. And then permaculture, we care about the people, we care about the plant, the earth, the environment. Also, we want to share everything. So we are everything, everyone is together, not like separate. Donc ouais, voilà, il y a là tout autour, en fait, il a organisé son truc pour avoir un peu ses arbres aromatiques et puis surtout ça en fait, parce que comme dans la permaculture, il disait que c'était un principe de mettre au plus près ce dont on a le plus souvent besoin. Donc là, voilà, la cuisine, les herbes aromatiques, voilà, c'est tous les jours, donc il les a mis assez proches. L'alimentation à Sayanan est envisagée d'une autre manière. Ici, pas de monoculture ou de recours aux pesticides. Contrairement à la majorité du pays, la ferme veut promouvoir l'agriculture biologique et la permaculture. Plusieurs techniques sont mises en place, la biodynamie, l'utilisation de compost directement issu des déchets ou encore le système d'irrigation réfléchi. Cependant, avec la taille de terrain disponible et tous ces procédés, arrive-t-il vraiment à l'autonomie alimentaire ? C'est vrai qu'il y a toujours le problème de la variété, tu as envie de manger des trucs un peu variés, et c'est vrai que s'ils se contentent de la nourriture qu'il y a sur la ferme, c'est pas forcément hyper varié non plus. D'accord. C'est ce qu'il disait. Et puis il dit aussi qu'ils aiment bien acheter quand même des choses à leurs voisins ou même au village parce que ils veulent garder un lien avec la communauté en fait. Ils prônent également un mode de vie proche de la nature. Tous les aspects du quotidien sont respectueux de l'environnement. Ils utilisent notamment les low technologies, qui est un concept s'opposant à l'utilisation des technologies dommageables pour l'environnement et coûteuses en énergie. For energy, we use solar panel, and we don't really use much. We don't have television. We don't have aircon. Yeah, that's why we design our house to be air circulating and environmental friendly. We have our own solar system to absorb the sun heat, so that we got hot shower. Au-delà de leur gestion raisonnée de l'irrigation, ils ont aussi choisi une alternative originale pour leur eau potable. Oui, voilà. Even if the water is really pure from the river up there, still just in case we filter water.
we use ashes, yeah? Alors en fait il y a plusieurs étages. Alors si je me trompe pas, il y a du sable, il y a des cendres, il y a des gros cailloux, il y a des cailloux plus petits et en fait ouais ça va du plus fin au plus gros et ensuite du plus gros au plus fin. Il fait comme ça ces étages et en fait l'eau elle est vraiment hyper, elle a vraiment un très bon goût en fait. D'accord. La cuisine se fait en commun et d'autres systèmes sont mis en place. Donc là, c'est pour laver la vaisselle, le lavabo. L'eau s'écoule ici et avec les restes de nourriture. Et en fait, ça nourrit les chickens. C'est-à-dire que les poulets, ils leur donnent jamais à manger. Ils sont toujours en train de farfouiller pour chercher les restes de nourriture. Et puis voilà, donc l'eau amène les déchets ici. Et c'est possible ensuite pour les poulets de le manger. Idem, ici, ils ont fait leur système en pensant que la fumée pouvait servir à autre chose que réchauffer les aliments et réchauffer les corps. Ils mettent leur verre et leur bol ici, ça permet de stériliser. Et là-haut, c'est pour sécher les graines en fait. Ils ont des graines là-haut. Si tu viens ici, c'est pour expérimenter la vie simple en fait. D'accord. Eux, c'est ce qu'ils aiment apparemment. Ouais. Avoir une vie très simple, avec ils ont besoin de peu de choses en fait. Ouais. Sayanan n'est pas le seul endroit à promouvoir un retour à une vie simple. Un projet similaire, plus ancien, mais au parcours plus compliqué, propose également des cours et une vie en communauté. Panya Project est situé à Mae Tang, dans le nord de la Thaïlande. Nous avons rencontré Nam et Maud, qui ont repris ce projet il y a 1 an pour s'y installer avec leurs enfants. So Panya started, I think it's 2006, and Christian Cheer is the founder, and he wrote a letter to 12 friends, or like 11 friends, so there are 12 together, to create a place for holidays, and they want to just enjoy nature. And there was no water and no electricity connection, and so they thought, okay, maybe permaculture can help us. And so they asked people from Australia to teach here, and set up a course and make a PVC, and learned all about that. And later it became to an education center. So now it's not a holiday place anymore. Nous avons demandé à Nam ce qu'il souhaitait mettre en place pour l'avenir de Panya. And of course, our goal is like to grow the community back. So, like, imagine if we would have more people, resident people, who could like teach something. Then we have more variety of skills, and people can get other things, not just what we're doing now, like gardening and cooking, but also maybe, you know, with animals or something else. Yeah. Si le projet était à ses débuts plutôt réservé à des Occidentaux, Nam et Maud souhaitent à présent intégrer davantage de locaux tout en restant ouverts sur le monde. Le projet accueille des volontaires pour faire découvrir un mode de vie plus simple, solidaire, multiethnique et écologique. I think what is our goal is to keep it as an education center, but we keep it as an education center with really practical life. So we do our lifestyle, we do our daily routine, and people can join us and can learn this. And by the doing, they will learn for sure. But it takes time to get a routine, to get good seeds, which work well in the area, to get the knowledge what you can use from the food forest, and to focus your recipes on things you are yourself growing. So it's a longer process, but we have sometimes really a lot of veggies and then sometimes nothing. Yeah. So it's in a growing process, but we would love to. In the future, you would love to switch? Not 100%, because you always have sometimes that feeling like, oh, I need this or that, but yeah, to get in that direction. Sustainable living doesn't mean we have to produce everything and cut from the other people. We can support also the other people.
if you think about permaculture, it's really a fashion in Western society because we are kind of unconnected to that. But in Thai culture, it's still living practical. So, like if you talk with people from Isan, from the northeast, they still live this life. And they know what to do, even if they're maybe not use it every day, but they have knowledge. And we think it's like new solutions, but it's like old solutions. So for us, it's a bigger step. The people who interested about sustainable living from the middle class people, they used to work in the city. They had education. It's like a mainstream. After they work a few years, they ask themselves about life, quality of life. When they quite realize about that, they quit their job. They just been searching something. I thought for myself I should live like a human being, live in this earth. Yeah. Avec l'arrivée du tourisme, la Thaïlande s'est industrialisée et se rapproche à présent d'un mode de production occidental. Nam, qui vit en Thaïlande depuis 1 an, l'a bien remarqué. I think today it's quite in a Western style. People do a lot of monoculture. People use a lot of chemicals, and they kind of do it for selling. They want to have they want to make big money, but it's kind of not possible. And I think they kind of forgot, or they ignore their own knowledge and just use it in small scale, maybe in the backyard or something. But I think there is a lot of things possible. Mm-hmm. The government, actually the government in Thailand, they didn't support anything about sustainable living. They just said about that in the policy, but in the real situation, they didn't support any. Panya Project est un lieu d'apprentissage où la vie est organisée pour être respectueuse de l'environnement et des autres êtres humains. Si le couple est très optimiste pour l'avenir du projet, ils sont également remplis d'espoir pour notre futur. It would be lovely to have a good air for everyone, clean water for everyone, fresh food. And so I think places like this, if they grow everywhere like mushrooms, that would be perfect. And then the small islands get bigger and bigger. And yes, I think, yeah. Panya et Sayanan ont un autre point commun. Ils ont choisi une alimentation végétarienne ou faible en viande. Mais nous souhaitons aller plus loin et étudier la question du véganisme. Nos recherches nous ont donc menés en Inde, dans la région du Tamil Nadu. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde. Majoritairement hindouiste, la société indienne est très différente de la nôtre, que ce soit en termes de classe sociale, de coutumes ou de consommation alimentaire. En effet, on estime que 35% de la population est végétarienne pour des raisons religieuses ou pour prôner la non-violence envers les animaux. Pour certains, l'engagement va plus loin, puisqu'ils ont opté pour une alimentation végane, attirant de nombreux adeptes autour du monde. Nous avons eu l'opportunité de visiter la communauté végane de Sadhana Forest, où nous avons pu rencontrer Aviram Rosim et Luc Marsh. Okay, so my name is Aviram. I'm from Sadhana Forest in Oroville, South India, and what we do here is plant trees, take care of them, do water conservation. We're a vegan organization and have been working for 15 years here, and for 9 years in Haiti and 5 years in Kenya. And yeah, we have about 1,000 volunteers a year here, so it's a big operation, a big movement, and a lot of volunteers in Haiti and Kenya too, and a lot of local people involved, and it's all the time about creating more compassionate world.
So our idea is to express compassion towards nature, towards people, towards animals, but not to express it verbally, to express it through our actions. So that's the, we're not only a technical project of planting trees. We're trying to create a new way of thinking, a new way of interacting with each other and with others as well, other beings as well. Yeah. There are alternative ways of living. Here we can show one alternative way of living where, this 15 years ago was dry, arid land. And we're showing to people here that we can live in not only a sustainable way, but we can live in a way that dramatically improves the environment around us. And you can see it when you just look at this window now. At the top there, you see trees bigger than this hut we're standing in. And this is a collective effort of over 10,000 people coming together and saying, okay, I want to live a different way. I want to live in a way that's more sustainable, that actually works towards ecological restoration rather than ecological destruction. And this showing to people that this alternative way is possible is so beautiful. À cause de sa croissance démographique et son industrialisation massive, l'Inde fait face à de nombreux défis environnementaux. Selon le rapport américain de l'indice de performance environnementale, analysant la situation écologique de 180 pays, l'Inde a drastiquement chuté à la fin du classement, occupant la 177e place en 2018. Si le pays peine à mener une politique écologique d'envergure, de réelles initiatives sont mises en place par les citoyens au niveau local. No, I think everywhere in the world, and India included, there's much more care for the environment. I think that it comes from people, it comes from also from the government, realizing how important it is. There's a lot of wonderful people doing great work here in India in terms of water conservation, in terms of tree planting. Yeah, definitely. So it's not so unreasonable to think of. There's cities like in India is a great example. Bangalore and Chennai are going to be running out of water in the next 10, 20 years. They're going to become dry cities because they're consuming so much water. They've got such a large population that they cannot handle the water supply that they need. Le projet attire de plus en plus de bénévoles, pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Les habitants de Sadhana adoptent une alimentation entièrement végétale et un groupe de volontaires cuisine pour la communauté. De plus, Sadhana est ouvert au public. Tous les vendredis est organisée une visite suivie d'un repas vegan afin de sensibiliser aux enjeux environnementaux. Mais d'où vient leur nourriture? We source organic food from Orville farms, from local organic farms, from an organic farm in Uti, in a hill station in south of Tamil Nadu. Yeah, that's mainly, it's mostly organic. Okay, mostly organic and local. Mostly organic and local, but sometimes if we don't have something that we really need, we would buy non-organic, but we try to source as much organic as possible. So inside Sadhana Forest, the food is vegan, but of course when people go outside, they can eat whatever they want. We don't watch what they're eating outside. But our team, our project directors and deputy project directors and long-term volunteers are all vegan. Yeah, that's very important for us because otherwise the organization will not be vegan. You cannot be hypocritical. You cannot say to people, this is a vegan organization, but I'm going to eat milk outside. That doesn't make any sense. I mean, veganism is the most powerful single way to save the environment. There's no doubt about it. Even the IPCC, says that the world has to transition to plant-based diet in order to, save itself from the effects of global warming. So, yeah, it's absolutely clear. You're vegan. You use much less land for the cultivation of your food, much less water. You are responsible for much less greenhouse gases because all these animals, emit a lot of gases from their backsides and create, a huge negative effect. So, absolutely,
if you're worried about the environment, if you're worried about the situation of global warming, the single most effective thing that you can do is go vegan today. And this is one of the reasons we follow this vegan lifestyle here, because a plant-based lifestyle uses dramatically less water than a animal-based. So you can look at this graph here where it talks about the difference between fruits and vegetables and animal products and how much water they use. Fruits and vegetables only use a few hundred litres of water for 1 kilogram. Meat uses a few thousand. You can come down to the trophy winner, the animal that uses the most amount of water to produce the 1 kilogram is cow meat. It uses 15,415 litres of water just to produce 1 kilogram. So when we need to start looking at ways to reduce water, we need to look at our diet. And we have these environmental charities and organisations that are saying so much, let's reduce water, but they're talking about little things. They're talking about having shorter showers, turning your taps off when you brush your teeth. The amount of water usage that we're using, only 5 to 10% of it is from these daily uses around our home. 50 to 60% of our daily water usage comes directly from our diet. So we can look at the transport sector for a second. So this is every car, motorbike, bus, train, plane, ship. It only contributes towards 13% of the total greenhouse gas emissions. This is huge and we need to reduce this, of course. But animal agriculture contributes towards 18% of the total greenhouse gas emissions. This is almost 50% more. And this is something that we can make a statement 3 times a day when we're eating our meals. Let's not eat animal products because it's so damaging for our environment. And it's so important to look at our diet compared to other diets around the world, because if the whole world would follow a Western diet, we would need 2 planets to feed us. We only have 1 and she's dying, and this is why I so believe that we need to be going from a standard Western diet to a plant-based diet and eating food that is not having the same ecological impact, because we cannot keep sustaining what we're doing right now. Because when we look at the environmental aspect of these the animal agriculture industry, it's having huge effects on the world. Ces 3 projets sont une source d'inspiration, à la fois pour un nouveau mode d'alimentation et de vie en général. Il serait pourtant bien difficile de les adapter à notre mode de vie, en particulier à cause du climat qui est moins clément en Europe qu'en Asie. Ils ne survivent également que grâce à l'apport financier que représentent les volontaires, payant pour leur séjour. Ainsi, il est difficile d'imaginer ces projets, bien que plein de bonnes idées, comme étant la solution à notre problème. Ces projets mettent en évidence le lien profond entre alimentation et écologie, que ce soit par l'adoption d'un régime alimentaire moins polluant ou par l'apprentissage de techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Ils mettent également en avant l'importance d'une vie d'entraide et de solidarité, bien différent du modèle social dominant. Cependant, si ces communautés prônent un mode de vie alternatif, elles n'en restent pas moins atypiques. Pour adapter ce mode de vie à grande échelle et à la société occidentale, il faut donc se tourner vers des projets plus ambitieux, des projets qui repensent la ville et les relations humaines pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire et une gestion durable et équitable des ressources, pour inventer, finalement, des villes du futur. Sadhana Forest est développée au sein d'un projet bien plus vaste, Auroville. Auroville est une ville novatrice, proposant un autre modèle de société basé sur l'unité humaine. Fondé en 1968 par Mira Alfassa, appelée La Mère, le projet est très influencé par la spiritualité de Sri Aurobindo, que nous avons choisi de ne pas aborder ici, nous concentrant uniquement sur l'aspect écologique et le mode de vie durable. Située au nord de Pondicherry, la ville est composée d'un centre-ville entouré d'une ceinture de terres agricoles et de forêts appelée la Green Belt. Aujourd'hui, Auroville accueille 2500 personnes venues du monde entier pour prendre part à cette cité du futur. Nous avons notamment eu l'opportunité de visiter Oro-Orchard, une ferme biologique tenue par Christian, un ingénieur français installé ici depuis 10 ans. Donc je suis un homme des péages, de l'info-voyageur, de l'organisation, on va dire, pour essayer de faire mieux avec ce qu'on a. Mais quelque part, j'avais souscrit au rêve de la technologie, ce rêve que la technologie va nous sauver, qui est un des rêves majeurs
qui est poursuivi par l'homme actuellement. Après le rêve de la bagnole, il faut quand même prendre conscience que jusque, je dirais, les années 70-80, l'humanité a vécu sur le rêve de la mobilité par la voiture, hein, et que là on est en train d'essayer de rêver sur quelque part la dématérialisation par la technologie, qui est aussi une forme de mobilité. En fait, c'est un vieux rêve de l'humanité, c'est d'être ailleurs que là où on est. Mais le changement dans sa vie vient avec la crise de 2008. Moi qui avais cette prise de conscience depuis 85 qu'on allait heurter le mur, si tu veux, moi la crise de 2008, pour moi, elle signifiait complètement autre chose. Elle signifiait qu'il fallait changer de pied complètement, qu'il fallait vraiment penser le monde autrement, envisager les rapports humains autrement, avoir une empreinte écologique un peu plus réduire son empreinte écologique, etc. Et là, vraiment, ça a été le choc. Enfin, pour moi, l'effondrement, ça fait longtemps qu'il a eu lieu, et donc je suis déjà après effondrement. Christian a quitté la France où il menait une vie traditionnelle avec ses enfants. Après avoir perdu son emploi, il est venu à Auroville pour se rapprocher d'un mode de vie plus proche de la nature et plus axé sur les relations humaines. Il a d'abord travaillé dans une autre ferme avant d'arriver à Oro Orchard. Cette ferme est aussi vieille que la ville elle-même et fut tenue pendant des années par un autre Français, Gérard, qui a aidé à fonder Auroville. Pourtant, le jardin n'a pas été toujours biologique. Pendant des décennies, Oro Orchard utilisait pesticides et engrais jusqu'à l'arrivée de Christian. Celui-ci a, en 2012, converti l'endroit et révolutionné son fonctionnement. Et voilà comment ça a démarré. La ferme donc la première ferme d'Auroville. Et c'était très longtemps la plus grande aussi. Elle a depuis été un peu amputée. Depuis, il y a une terre encore plus grande qui a été achetée et convertie en ferme à l'ouest, qui s'appelle Annapurna. Mais ça reste la seconde, une plus grande ferme. Et une ferme très importante. C'est-à-dire qu'Annapurna et nous, les deux ensemble, on fait 60% de la production d'Auroville. Voilà, les deux plus grosses fermes. Nous, on fait les fruits, les légumes et les œufs, plus un peu de confiture, des trucs comme ça. Et Annapurna, ils font des grains et des produits laitiers. Voilà, à nous deux, en gros, on fait le repas. Il y a un chiffre qui circule, qui est validé par personne, c'est que, et puis en plus qui ne veut rien dire parce que c'est une moyenne, mais je pense qu'il est intéressant. Moi, je l'ai vérifié d'une autre manière. Un chiffre qui circule, c'est qu'on fournirait à peu près 15% du besoin alimentaire de la communauté, en incluant des gens comme vous, des volontaires, des guests long terme, des gens qui s'installent et qui mangent avec nous quelque part. Donc 15% c'est minable. Mais oui, c'est carrément minable, je le dis tout net. C'est nul. Tous ensemble, tous les fermiers ensemble. Hein. Ouais, tous les fermiers ensemble. Oui, c'est même pas au Orchard, hein, ce que je te dis. Nous, là-dessus, on doit faire même pas 10%, puisque Annapurna et moi, on fait les 60% de tout ça, tu vois. Donc on est évidemment très loin du compte. Mais en fait, si on regarde bien, pourquoi est-ce qu'on en est à 15%? C'est pas qu'on est mauvais. Enfin, c'est pas qu'on est mauvais fermier, je veux dire. C'est parce qu'on est mauvais en tant que communauté. Parce que il y a 23 fermes, donc statutairement, il y a 23 fermiers. 23 fermiers sur une communauté de 2400, ça fait moins d'1%. C'est ridicule, c'est même moins qu'en France. On a réussi ce paradoxe d'être encore pire qu'un pays dit avancé en matière d'autosuffisance et comment dire de prise de responsabilité agricole. Si tu rajoutes les workers, les femmes, etc., tu dois monter péniblement aux 4% qui sont en gros la moyenne des grands pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Ce qui est mauvais. Clairement mauvais, parce que la différence, c'est qu'eux, ils ont des gros tracteurs, ils ont des fertilisants, des engrais, des semences sélectionnées, etc., et du pétrole. Nous, on fait tout à la main. Donc, le même ratio en bio, ça le fait pas, quoi. Ça le fait carrément pas. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'on n'est pas des mauvais fermiers du tout, on est des d'honnêtes fermiers, mais simplement, la communauté ne s'est pas donné les moyens de l'autosuffisance alimentaire. Raté. Dans la mesure où le projet entend créer une société nouvelle, nous nous sommes donc interrogés sur l'importance donnée aux enjeux environnementaux et leur capacité à être autosuffisants. Non, je suis désolé de vous décevoir, mais Auroville n'est toujours pas une ville écologique. Mais non, parce que la fondation n'est pas là. La fondation n'est pas là, les forces vives ne sont pas là. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'école à Auroville, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par la bouffe, par le bio, etc. Globalement, vous trouverez quand même majoritairement des végétariens bio ici. Ça, c'est pas le souci.
Mais je veux dire, l'écologie profonde, c'est toujours, ça reste quand même des consommateurs bio. Mais les gens, à part ça, ils veulent leur petit appart avec leur petite clim et leur petit confort et leur petit machin. Les notions d'énergie grise, de cycle de vie, de machin, sont complètement étrangères à la fabrique d'Auroville. Et c'est un drame. Donc le jour où les Aurovilliens se bougeront les fesses, pour pas être plus impoli, et se sentiront concernés par leur nourriture et viendront travailler dans les fermes, etc., ben on sera peut-être autosuffisant. Cependant, Christian émet des réserves quant au rêve d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de rêver d'une espèce de bulle dans laquelle pousserait ce qui va nourrir les gens qui habitent la bulle, parce que l'être humain est un être social, qu'on est tous sur la même barque, et que moi je vis avec mes voisins, mes ouvriers, ceux que tu as entendus, ceux qui ont sonné la cloche, ils sont du village d'à côté, c'est des tamis du village d'à côté. Bon, eux ils mangent aussi. Ils ont peut-être dans leur famille des fermiers qui font pousser des trucs que je vais peut-être manger, tu vois. Donc il n'y a pas un périmètre clos comme ça. Et donc tu as besoin des autres. En fait, la conclusion c'est que tu as besoin des autres. Donc l'autonomie alimentaire n'est pas forcément un but en soi. On peut tout à fait imaginer qu'Auroville ait des relations saines avec son environnement, en faisant pousser comme la majorité de sa bouffe, mais en ayant aussi une partie qui vient de l'extérieur, parce qu'elle échange avec l'extérieur d'autres services, par exemple mettre à disposition de l'eau, etc., des choses comme ça, des services intellectuels, des tas de choses, voilà. Et ça, ce serait plus sain. Mais alors, que fait Auroville pour améliorer la situation ? Pour l'instant, la majorité des Aurovilliens, quand même, pensent toujours que la nourriture, ça se trouve sur des étagères, quoi. Et pour moi, c'est un peu un drame. Et ça se traduit au niveau des groupes qui gèrent Auroville par le fait que il n'y a pas de politique agricole. Par exemple, cette simple question de l'autonomie alimentaire d'Auroville, c'est une question qui n'est tout simplement pas posée dans la communauté. Elle est posée par quelques personnes qui se sentent concernées, qui sont branchées sur ces thèmes-là, mais elle n'est pas posée par l'institution Auroville. C'est pas à l'ordre du jour. Je disais tout à l'heure, c'est pas dans la génétique de la... Et tu as encore une large... Enfin, les gens qui bougent le plus et qui finalement impactent le plus Auroville, c'est des gens qui sont concernés par ce qu'ils appellent l'income generation, la génération de revenus. Donc ils sont dans un système où leur effort, leur vie est dédiée à des activités qui font rentrer de l'argent, et que cet argent, on va se payer ce dont on a besoin. Voilà. Donc partant de ce mouvement-là, il est difficile de créer une société sans argent. Et l'autonomie ne vient pas naturellement, tu vois, parce qu'on est toujours dans dans j'achète ce dont j'ai besoin, donc on n'est pas autonome. Voilà. Malgré la création du Foodlink, un système de distribution des produits de la ferme directement aux habitants, les relations entre la ferme et la ville ne sont pas assez développées. Face à cela, Christian a mis en place un système innovant, le créditant. C'est dans ce sens aussi que j'ai créé le créditant. Je l'ai créé pour être aussi une incitation aux Aurovilliens à prendre responsabilité dans la production de leur bouffe. Un Aurovillien qui vient travailler à la ferme, ou un newcomer, ou même un volontaire, un guest, si tu étais là pendant 2-3 mois, tu pourrais venir travailler à la ferme, tu aurais un créditant et tu pourrais remporter ton petit panier à la maison et manger. Une personne travaille à temps plein, entre guillemets, 20 heures, ça nourrit 2 personnes. Donc tu passes 5 jours, 5 matinées à la ferme, tu as un cajot de 7 kilos. Un cajot de 7 kilos, ça commence à faire, je peux te dire, tu peux vraiment manger dessus. Voilà. Voilà le principe. Donc je commence à inscrire dans mes comptes, et le comptable il est pas content parce qu'il a jamais vu ça, mais c'est pas grave, tant pis pour lui. Je commence à inscrire des dons. Voilà, la ferme donne. Et tant qu'on fait pas ça, on n'ira pas vers la gift economy, comme ils disent, l'économie du don. C'est pas, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas en parlant que ça va se faire. C'est en le faisant. C'est pas tout à fait pareil. C'est ce que j'expliquais ce matin, ma théorie du cake, c'est quand tu as un cake, tu peux commencer à le partager. Et c'est sympa. Voilà. Donc ouais, mon boulot, c'est de faire pousser un cake. Et ce qui me passionne, autant que de faire pousser le cake, c'est de le partager. C'est comment on le partage. Au-delà de leur gestion de l'alimentation, l'idée même d'Auroville nous avait interpellés. Il s'agit d'une ville utopique qui a vocation à n'appartenir à personne
et exclut toute religion, ethnie ou gouvernement de son fonctionnement, se concentrant sur l'unité humaine. Ainsi, la ville cherche par exemple une mixité sociale avec les habitants alentours, en ouvrant ses écoles aux enfants tamils. Elle a écrit un jour sur un petit billet, elle a écrit « Auroville, la ville dont la Terre a besoin ». La planète a besoin aujourd'hui d'être régénérée, d'être soignée. La planète a besoin qu'on arrête de la souiller, qu'on arrête de l'épuiser, tu vois. Et quand elle dit la ville dont la Terre a besoin, elle définit clairement, et là elle parle à l'urbaniste, elle définit clairement un projet qui est d'inventer une autre ville, pas une ville de plus. La Terre n'a absolument pas besoin d'une ville de plus. Les villes aujourd'hui sont les cancers de la Terre. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses très négatives sur Auroville, on peut les dire, certes, effectivement, Auroville est critiquable, mais alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est Auroville est critiquable, certes, mais quand même un peu moins qu'ailleurs. Donc, avant de critiquer Auroville, faites une colonne Auroville avec toutes vos critiques, faites une colonne France ou Allemagne ou ce que vous voudrez, etc., et faites les critiques. Et vous verrez, assez rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quand même pas mal de trucs qui sont mieux à Auroville. Et puis, il y a certainement quelque chose là qui est carrément mieux, et qui est carrément, même d'ailleurs, je trouve, irremplaçable, qui n'existe pas ailleurs, c'est cette dimension de laboratoire. C'est un endroit où liberté t'est donnée d'évoluer. Et même, non seulement liberté t'est donnée d'évoluer, mais en fait, l'organisation d'Auroville et le contexte qui est posé ici fait que tu évolues. C'est un endroit où tu ne peux pas rester tranquille. Moi, je m'en suis rendu compte en arrivant ici très rapidement. Ça m'est venu comme ça un matin, mais vraiment, j'étais pas là depuis un an. Je me suis rendu compte qu'en fait, Auroville m'inspirait un mantra qui est cherche encore. Voilà. Tu peux pas rester assis sur ton cul avec tes certitudes. Ou alors si tu le fais, c'est que vraiment tu rates complètement l'aventure, quoi. Auroville, c'est un endroit parce que, alors pour plein de raisons, entre autres parce qu'on n'a pas de justice, pas de police, t'es là face à des autres humains, à essayer de te débrouiller avec ce que t'as. Et donc, t'es forcé de t'exposer, t'es forcé de t'engager, t'es forcé d'évoluer. Et parce que périodiquement, tu te rappelles que l'autre, pardon, moi, je vais dire un gros, mais le sale con que t'as en face de toi, mais il est quand même venu là pour la même raison que toi. Et zut alors. Auroville étonne, par ses valeurs et son organisation. Elle cherche à réinventer la ville urbaine et place l'humain au premier plan des considérations. Pourtant, malgré l'enthousiasme de Christian et les excellentes idées que nous y avions trouvées, nous quittons l'endroit avec un sentiment d'inachevé, n'ayant pas trouvé là toutes nos réponses. De retour en Nouvelle-Zélande, nous nous rendons dans l'éco-village Otamatea, à 100 km au nord d'Auckland. Nous avons été accueillis par Sabine et son mari Wolfgang, qui nous présentent le projet, leur maison et leur mode de vie. Okay, this is a permaculture-based eco-village, so I believe in the principles of permaculture, care of the earth, care of the people, share the surplus. I believe in cooperation, and I think that together we can achieve more than we can do alone. It was founded by Reinhold and Lynn in 1997. So they found the land in 1997, and then they looked around for people to join them. There may be 10 left, 12. I don't want to lose anybody now in my mind. And, you know, a lot have moved on. The founders have moved on. And so we have new people. So that's actually interesting that there's a change continuously occurring with new people coming and people going. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de personnes habitent à Otamatea et sont propriétaires d'une parcelle dans le village. Sabine et Wolfgang tendent vers une autosuffisance alimentaire à travers leur grand jardin dans lequel ils cultivent une impressionnante variété de fruits et de légumes. How many hours a day are you working in the garden? Oh yeah, it's difficult to say. I think I do about 20 hours a week. Okay. That's quite a lot. And I have, obviously Wolfgang does some, and then from time to time I get help from somebody from the outside to repair a rickety structure like that, or, you know, things like this that I can't do. S'il n'apparaît pas simple aux premiers abords, ce choix de vie comporte des avantages non négligeables.
look out of the windows. I live in a beautiful environment. I have a beautiful eco home. I grow all vegetables and fruit that I eat. I don't buy any vegetables or fruit. We have chickens, we have access to, we co-own some cattle, so we have some meat if we want to. And I've got friends in walking distance. Au-delà d'une alimentation durable, certains habitants se concentrent également sur l'autonomie en énergie dans leur maison écolo. Et c'est le cas de Sabine et de son mari. And that's the hot water for the barn. And we have a hot water one on the roof for the house. Okay. And there are only a few houses that are self-sufficient in terms of power. Okay. This is currently 4 households that are off the grid. And we possibly have, together with Peter and Ning, the biggest vegetable production happening. People have lots of fruit trees everywhere. I mean, they are in abundance. So there are different levels of self-sufficiency. Because you have to see, you need to earn an income. And how much time do you have to do all that? Yeah. That is, and we are in an area where you don't find easily jobs. Time. This all takes a lot of time. Vivre en éco-village, c'est avant tout vivre en communauté et prendre des décisions ensemble. Ainsi, si chacun est propriétaire de sa maison, les habitants partagent tout de même des lieux de vie communs, comme des parcelles agricoles ou encore un bâtiment pour leurs réunions. We've always operated on consensus decision making, and we are using a system called the colored cards, which is, we use them for decision making, we use them for discussion. Les difficultés rencontrées par ce projet portent davantage sur la complexité des relations humaines que sur l'efficacité de leurs convictions écologiques. Visant un système de gouvernance démocratique, ils ont opté pour l'unanimité totale pour leur prise de décision. Cela a créé des tensions entre les habitants dans le passé et freine l'évolution et l'ouverture d'Otamatea. It takes an awful long time to get to consensus, to get to everybody being at least more or less online or saying, okay, fine. And we had lots of conflict because of it. We had lots of processes being stalled. And at times it felt like we have the minority of one, or the majority of one, I mean. Who is making the decisions here? Somebody who is blocking. And that is tricky, because we haven't got a complete conflict resolution process. We are in the process of tidying that up. Et comment trouver des solutions à ces difficultés? Que faut-il mettre en place pour améliorer la situation? What we haven't and what we are in the process of adding, I hope, is that if then still no resolution can be found, we're going to a system of voting. But that's in discussion. Selon Sabine, le village devrait reposer sur l'équité et non l'égalité totale entre les membres, qui ont tous la même parcelle, ce qui n'est pas forcément adapté aux besoins ou aux envies de chacun. So it's the work, and everybody needs to earn their income. How do you do that? Yeah, that needs to fit in as well. And then it's basically the dynamics of the people dynamics. Au cours de notre interview, Sabine nous a confié ses idées pour améliorer la vie au village. Well, I personally would make it open, create access for more people to join, and provide access to be living here in smaller lots, smaller units that are affordable, that makes it easier for younger people to come in, check it out. It makes it easier for older people to move to when they
you know, like us. And if we have more people, we can achieve more things together. That's what be my dream. While I can maintain my privacy, which is important to me too. I don't want to be always with people, but, you know, it's just like sitting here and hearing some kids running past or other. Yeah, it'd be great. L'éco-village d'Otamatea est un projet facilement transposable à notre mode de vie actuel. Nous retrouvons le confort de la vie occidentale, mais tourné vers l'écologie et l'entraide. Si la vie en éco-village s'envisage facilement, elle impose des changements dans notre quotidien. Travailler moins pour prendre soin d'un jardin et s'en nourrir, et s'investir davantage dans la vie en communauté. We can just continue developing models and spreading the idea and saying, guys, try this. And you don't need 250 acres. No way, yeah? If you have a good piece of land, 10 acres, you can put 5 houses from there and organize yourself well. You can grow enough food for all people that live in there. Ainsi, nous avons rencontré deux vastes projets qui se complètent. Là où Auroville innove dans la gestion de l'humain et de l'entraide, Otamatea propose un modèle de vie écologique presque irréprochable sur le plan technique. En 8 mois, nous avons rencontré des projets tous plus étonnants les uns que les autres, qui proposent de vraies solutions et remettent en question nos certitudes. Si une plus grande autonomie alimentaire doit voir le jour, elle ne peut pas être synonyme de recul sur soi. De même, le lien entre humains est primordial et le succès de celui-ci conditionne souvent un mode de vie écologique. Enfin, un monde nouveau et durable semble devoir s'accompagner d'une société révolutionnée où l'argent est remis en question et la solidarité placée en son cœur. Même s'il nous a été impossible de trouver une alternative parfaite et répondant à toutes nos questions, nous avons glané dans ces 4 pays des idées novatrices qui, nous en sommes sûrs, sont la clé d'un avenir durable. Il semble donc que le chemin soit encore long, mais nous sommes prêtes à relever le défi et nous espérons que vous nous suivrez. Le monde est déjà en train de changer, mais il est encore temps de s'engager, de tendre vers une alimentation plus responsable, de ressouder nos liens pour construire l'avenir ensemble.